Bonjour, 7 Européens sur 10 rêvent d'habiter près d'un parc et la quasi-totalité affirme ne pas pouvoir se passer de verdure. En cette période de rentrée, les citadins ressentent encore plus fortement ce goût pour les espaces verts. Alors nous partons au Portugal, dans l'un des plus grands jardins botaniques d'Europe, et en Allemagne, dans un lieu où la végétation a envahi les usines, après un petit détour par le Périgord noir. C'est parti. C'est bien évidemment près des grandes villes que les parcs sont le plus utiles et a fortiori près des capitales. Nous partons à 30 km au nord-ouest de Lisbonne, au Portugal. C'est là que l'on trouve le jardin botanique du château de Montserrat. Il est 4,5 fois plus grand que le parc floral de Paris. Créé au XVIIIe siècle, il est ensuite longtemps resté abandonné, mais des bénévoles lui ont redonné la vie. L'histoire commence comme un conte. Un palais et un parc abandonnés, fermés pendant 60 ans, comme endormis. Un jour, un prince charmant le réveille. Il s'appelle, ou plutôt, elle s'appelle, Emma. On ne pouvait plus rentrer ici. C'était rempli d'acacias sur une surface égale à celle d'un terrain de foot. On ne voyait même plus la mer ni le palais. Il fallait une machette pour se faire un passage. Emma était journaliste. Désolée de voir ce paradis sombrer, elle décide d'agir. Avec quelques amis d'abord, avec des centaines de bénévoles par la suite. On avait inventé les jours des retroussons-nous les manches. Le dimanche matin, tout le monde venait, des enfants aux personnes de 80 ans, et ils nous aidaient à enlever les saletés. Surplombant la petite ville de Sintra, le parc et le château de Montserrat souffrent de leur histoire mouvementée. Ils attirent d'abord l'aristocratie portugaise, avant d'être vendus à de riches industriels anglais. Par la suite, ils tombent en ruine et sombrent dans l'oubli. Jusqu'à ce que l'État nomme enfin une équipe pour s'en occuper. Emma travaille avec son directeur. Elle constitue le lien avec le passé. Pendant 4 ans, elle l'a aidé à reconstituer le parc tel qu'il était au XIXe siècle. Nous avons recherché des informations un peu partout, dans les iconographies ou les peintures anciennes, ou dans les récits de voyage écrits au XIXe siècle. C'était une démarche très à la mode. Il existe beaucoup de descriptions des jardins de Sintra. Pendant des années, le directeur sillonne l'Europe avec un but: retrouver les variétés de plantes du XIXe siècle. Sintra est aussi un important jardin botanique, enrichi par les voyages de ses propriétaires. Au siècle dernier, les gens qui avaient beaucoup d'argent aimaient ramener des plantes rares que personne ne connaissait en Europe. Cela leur permettait d'afficher leur richesse, mais c'était aussi une fierté d'avoir un jardinier assez compétent pour maintenir en vie des fleurs totalement inconnues. Le jardin fait aujourd'hui partie d'une agglomération de 400 000 habitants qui s'étend jusqu'à Lisbonne. Inès, la biologiste, supervise une grande opération de sensibilisation auprès des citadins. Il faut apprendre aux plus jeunes les gestes simples qui réduisent le taux de carbone. Car si la rénovation du parc est terminée, de nouvelles menaces se profilent. Ces espèces végétales rares en font un milieu fragile. Nous sommes entourés par une zone urbaine qui n'arrête pas de s'étendre.
Cela veut dire que l'habitat naturel des plantes et des jardins est menacé. Donc, si nous ne maîtrisons pas du tout cet environnement, à long terme, ces richesses finiront par disparaître. Aujourd'hui, les touristes ont retrouvé le chemin du parc. Sorti de son long sommeil, Montserrat est redevenu ce qu'il était, l'un des plus flamboyants exemples du romantisme en Europe. En France, comme dans toute l'Europe, les propriétaires de châteaux ont un mal fou à entretenir leur parc. L'une des solutions est de l'ouvrir au public, moyennant finance. Nous sommes au manoir d'Érignac, en Dordogne. Il appartient depuis 500 ans à la même famille. Les jardins ont été redessinés à la française en 1960 et depuis, les descendants l'ont sans cesse modernisé, comme vous allez le voir. Les jardins d'Érignac, l'histoire d'une renaissance. Installés au cœur du Périgord noir depuis 500 ans, les ancêtres de l'actuel propriétaire rebâtissent le manoir au XVIIe siècle et au XVIIIe créent le jardin à la française sur le modèle de Versailles. Mais les siècles passent. En 1960, le père de Patrick Sermadiras dessine le jardin d'aujourd'hui. En voilà le joyau. Une allée de charme comme cette allée qui fait plus de 100 mètres de long, avec des charmes qui sont taillés 5 fois par an au cordeau, au fil à plomb, au millimètre près, comme un maçon qui fait un mur, avec des ifs en cylindre. C'est une allée magique. 50 000 plants, 300 formes, la sculpture végétale ou art taupière vise ici la perfection. Ce qui est le plus difficile à Érignac, ce n'est pas la taille, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les gazons. Parce que les gazons ont besoin de beaucoup d'eau, mais comme ils sont entourés à Érignac d'ifs, de charmes et de buis, il ne faut surtout pas arroser les buis, ni surtout les ifs, ni les charmes. Donc c'est difficile de faire les deux, mais on y arrive, la preuve. 7 jardiniers à temps plein pour modeler 10 hectares. En 1987, le lieu est ouvert au public pour le financer, mais aussi pour le partager. Les gens sont très respectueux, surtout les enfants. C'était absolument extraordinaire la gentillesse des gens et des enfants. Je suis très, très heureux de le faire visiter en toute saison. Il est ouvert tous les jours de l'année, sans exception. C'est magnifique, c'est la beauté au naturel, c'est la simplicité, le travail, l'harmonie, c'est de toute beauté. On a trouvé un petit peu de quiétude, ouais. Et puis en fait, c'était vraiment un charme pour l'œil, on va dire. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de perspectives et tout. C'était vraiment un travail incroyable, quoi. Ce jardin vert, solide, structuré, jardin d'homme, selon son propriétaire, ce jardin évolue. Depuis quelques années, Capucine y a mis sa patte avec le jardin blanc, les fleurs, le potager, le verger, les prés fleuris ou l'aventure offerte aux enfants. Au début c'est bien, mais au bout d'un moment on s'ennuie un peu, mais là au moins on s'ennuie pas et même les parents ils se prêtent au jeu du coup. Il y a vraiment un circuit qu'on peut faire dans un sens, dans l'autre, venir cueillir des fruits si l'on le souhaite. C'est vraiment un jardin qui est libre avec justement des goras où les végétaux bougent beaucoup plus que dans le jardin structuré, l'arbre à papillons. Capucine et Patrick Sermadiras consacrent leur vie au jardin d'Érignac où ils accueillent chaque année 80 000 visiteurs. Et au soleil couchant, les lundis d'été, ils aiment partager encore ce lieu unique avec qui veut bien ajouter des touches de blanc dans le jardin blanc pour un instant privilégié. Partout en Europe, la nature recule, mais il arrive parfois qu'elle prenne sa revanche. Direction la Ruhr, à l'ouest de l'Allemagne. Les hauts fourneaux dominaient la région, la plus industrielle du pays. Ils sont maintenant quasiment tous fermés, mais certains ont été transformés en parcs. Le fer a laissé la place au verre, mais c'est pour mieux honorer la mémoire des sidérurgistes. C'est le plus grand espace vert de Duisbourg, le lieu de balade préféré de ses habitants. D'un côté, une nature livrée à elle-même. De l'autre, quelques espaces aménagés qui dissimule bien des secrets. Nous sommes ici dans une forteresse, jadis dédiée à la fabrication de l'acier. Dans ces hauts fourneaux, des milliers d'ouvriers travaillaient jour et nuit. À la fermeture, il y a 30 ans, les autorités décident d'en faire un parc ouvert au public.
Egbert Bodman, passionné du lieu, connaît la composition de chaque lopin de terre. Ici, on a décidé d'aménager un jardin. On y a planté plein de fleurs différentes. Et ça nous demande beaucoup de travail. Nous voulons que le public se retrouve dans un endroit agréable, où il y a toujours quelque chose à voir. Dans le reste du parc, la démarche est très différente. Chaque parcelle a reçu une attribution précise. Ici, se trouvaient des jardins ouvriers. La terre, vierge de métaux lourds, se laisse donc cultiver. En signe de mémoire, quelques restes de la fusion de l'acier. Ailleurs, la vie a continué comme elle pouvait. 450 variétés de plantes ont été répertoriées, dont certaines exotiques, tombées des cargaisons de minerais venus du monde entier. Pour Egbert, la végétation raconte aussi l'histoire du lieu. À cet endroit, vous voyez plein d'arbustes typiques des sites industriels. De l'autre côté du chemin, vous voyez là des terrains où la végétation n'a aucune chance de repousser. Autrefois, on stockait ici tous les résidus de minerais qui tombaient des wagonnets. Et on sait que même après toutes ces années, aucune fleur ne pourra jamais plus s'implanter là. Ralph Winkels s'est tout de suite intéressé au projet. Avant, il travaillait à l'office du tourisme de la ville. Quand il est devenu directeur, il s'est pris de passion pour l'originalité du lieu. Nous montons l'escalier qui mène à l'un des 3 hauts fourneaux. Ici, on fabriquait 300 sortes d'acier. C'est un peu comme préparer une soupe. Selon les ingrédients que vous y mettez, vous obtenez un goût différent. Autrefois, le site était coupé de la ville, interdit au public. Et pour le directeur, le principal défi était que les gens s'approprient l'endroit. Je crois qu'une des raisons principales de notre succès est que nous avons réintroduit de la végétation. Ça a été très important pour que les habitants acceptent le parc. Au temps de l'activité industrielle, ces terrains étaient contaminés avec des métaux lourds et du poison. Le public a commencé à s'attacher à ce lieu quand nous avons réimplanté les fleurs, les animaux, les oiseaux. Du coup, les habitants de la région ont investi le site et proposé d'installer des voies d'escalade sur les parois des anciens entrepôts de charbon. Celui qui a eu cette idée, c'est Horst. La nature avait tout envahi. Les murs étaient recouverts de poussière de charbon. On a dû tout nettoyer. Au beau jour, des centaines de personnes viennent grimper ici. Pour moi, ce lieu s'entremêle avec ma propre histoire. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mon père travaillait lui-même dans une mine. Je trouve cela fantastique qu'un ancien site comme celui-ci puisse être utilisé pour des activités de sport et de loisirs. Même l'ancien réservoir de gaz liquide a trouvé une deuxième vie. Il a été rempli d'eau et une école de plongée s'y est ouverte. Ici, pas de poissons ni de récifs, mais un bateau et quelques voitures. Même les fonds sous-marins célèbrent la mémoire de l'acier. C'est sombre, un peu frais mais vraiment très chouette. Cette ambiance industrielle avec tout ce métal, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, un funambule crée l'événement dans le cadre d'un festival de photos organisé par le parc. Ces manifestations payent une partie des frais d'entretien, car l'entrée du site est gratuite.
Jamais Baldo Brenner n'aurait imaginé ce genre de scène quand il travaillait ici. Pendant 40 ans, il s'est occupé de la maintenance des bâtiments. Il aime tellement ce lieu qu'il a proposé de faire des visites guidées. Les visites ont du succès car très peu de gens travaillent encore sur des hauts fourneaux. Et quand ils sont encore en activité, on n'a pas le droit d'y aller. Ce lieu fait partie de moi. C'est ma deuxième vie. Je lui dois de faire ces visites. Je suis très content que cet endroit existe. 1 million de personnes visitent le parc chaque année. Le soir, une installation lumineuse fait briller le site, comme un écho à cette époque encore proche où les hauts fourneaux éclairaient jour et nuit la vallée de la Roure. On se quitte et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Dominique Vaugueleux de la rédaction européenne et Marie-Christine Pierre qui a réalisé les reportages vous en diront beaucoup plus sur les jardins européens. Tchuss!